Bonjour, merci d'être encore parmi nous à cœur ouvert. Le handicap reste malheureusement une cause d'exclusion en termes d'éducation, d'accès aux infrastructures, d'intégration professionnelle, mais aussi d'acceptation sociale. L'objectif pour les personnes handicapées demeure le même: participer pleinement à la vie de la société. Comme vous savez, je ne suis jamais seule sur le plateau. J'ai avec moi le juriste Atembeka Percy. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà, vous êtes juriste en droit et pratique des contentieux. Tout à fait. Et avec moi, Michael Ondo. Bonjour. Bonjour, madame. Présentez-vous exactement. Je suis Michael Ondo, D'accord. secrétaire général de l'Association des étudiants handicapés. Et je fais des études en droit et en finance. Je suis comptable. Et vous êtes comptable. Parlez-nous exactement de votre association. Ça fait combien de temps qu'elle existe? Notre association existe depuis 2019, donc déjà 3 ans. C'est une association à but non lucratif. Elle milite bien sûr pour les droits des étudiants en situation de handicap. Donc la démarche est toute simple. Elle accompagne les étudiants en situation de handicap tout au long de leur étude universitaire jusqu'à l'obtention d'un emploi. C'est un peu ça. Wow, donc vous avez pas mal de... Il y a du monde dans cette association. Vous avez... Il y a beaucoup d'adhérents, beaucoup de personnes qui se battent au quotidien pour que les choses marchent. Parce que, disons-le, dans notre pays, les personnes en situation de handicap sont un peu laissées de côté, encore plus des étudiants qui sont... Pas que des étudiants, mais aussi des élèves, parce que ça commence depuis l'école primaire, l'école secondaire, et puis jusqu'à l'université. C'est toute une chaîne que nous devons un peu bousculer. Nous sommes tous passés par là. Moi-même, j'ai fait l'école primaire. C'était difficile. J'ai fait le secondaire. C'était encore plus difficile et l'université encore plus. Donc, il faut cet accompagnement depuis le bas âge jusqu'à l'obtention d'un emploi. Pensez-vous que votre message est suffisamment compris par la société? Nous nous efforçons chaque jour à vraiment véhiculer le message et à ce que les gens puissent le prendre à cœur. Nous ne sommes pas également à la place des gens, c'est Bien sûr. juger. Bien sûr. Plusieurs personnes se disent que qu'est-ce que des personnes en situation de handicap peuvent apporter à la société. Mais nous disons que non, nous sommes des personnes avec toutes nos facultés intellectuelles, encore plus des étudiants. Donc nous réfléchissons, ce qui veut dire que nous pouvons impacter, si c'est pas par la force, donc physiquement, mais intellectuellement, nous pouvons apporter des idées neuves, des idées novatrices à la société pour pouvoir la faire avancer, pouvoir un peu dans ce sens. Comment vivez-vous votre différence? C'est un peu difficile. Faut d'abord dire que un handicap ne commence pas par l'acceptation des autres, mais de soi-même. Nous devons d'abord réaliser nous-mêmes que nous sommes en situation, nous sommes différents et que nous devons d'abord nous accepter avant que les autres ne puissent nous accepter. Si je prends mon cas, c'était difficile. C'est un peu vers l'âge de 5 ans, 6 ans que j'ai constaté ou que j'ai commencé à comprendre que j'étais différent des autres, vu le regard de mes amis qui avaient mon âge, certains enfants comme moi qui me fouillaient parce que j'étais différent. Ça a commencé par là. Et donc, il faut d'abord commencer par s'accepter soi-même avant de rechercher l'acceptation des autres. Mais c'est difficile de vivre avec un handicap, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, surtout dans le quotidien, dans la vie sociale. C'est pas facile. Vous vous sentez exclu par la société? Oui, je me sens exclu par la société bien des fois. C'est vrai qu'il y a certains avantages que nous confère cette situation, mais je me sens exclu par la société parce que déjà, lorsque nous sommes en situation de handicap, on ne pense pas d'abord à vous. On va dire que lui, il a déjà une défaillance et
ce ne sera pas le premier choix par rapport à une telle ou telle chose, ne sera pas porté sur une personne en situation de handicap. C'est déjà une forme d'exclusion. Exactement. C'est déjà une forme d'exclusion parce que si, par exemple, il y a un concours, on va dire, on va prendre l'exemple d'un concours. S'il y a un concours et que on doit retenir 2 ou 3 personnes et que vous êtes par exemple 5, on va dire ceux qui en situation de handicap représentent beaucoup plus de charges. Mais dans des moments pareils, est-ce que vous, mentalement, vous vous sentez déjà perdant d'avance? Ou bien au contraire, c'est une force? Ben oui, c'est une force pour certains. Pour moi, je peux parler que pour moi, c'est une force. Ça me pousse encore à me surpasser, à me battre encore plus, à prouver. Parce qu'il faut aussi faire ses preuves, à prouver que tout n'est pas seulement dans l'apparence physique. C'est pas parce qu'on a des pieds, c'est pas parce qu'on a des mains, c'est pas parce que on est normal physiquement que nous sommes meilleurs que les autres. Non. Maître, à l'entendre parler, qu'est-ce que cela vous évoque d'entrée de jeu? Déjà, ça me touche déjà personnellement, parce que je me rends compte qu'il y a effectivement des personnes sur lesquelles l'État n'a pas beaucoup plus de regard. Et cela devrait interpeller la majorité des personnes, de comprendre que naître avec un handicap n'est pas une situation volontaire. Aucun d'eux n'a choisi cette situation, c'est un fait, c'est un accident de l'histoire. Et lorsque cela se produit, ça ne veut pas dire que la situation humaine de ces personnes a diminué ou qu'ils ne sont plus des humains comme nous. Totalement. Ce sont des êtres humains qu'il faut avoir toute la considération possible, tenir compte de leur handicap naturel qu'ils n'ont pas demandé, dans laquelle ils n'ont pas demandé d'être. Et donc, effectivement, pouvoir mettre en place des mécanismes, non seulement des mécanismes protecteurs dans le cadre juridique, mais aussi l'application de ces dispositions juridiques. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des textes et puis de ne pas les appliquer. Totalement. Parce que les attentes de ces personnes, c'est surtout est-ce qu'on nous considère dans la société? Et la considération, c'est pas que le politique prenne des mesures légales, mais c'est aussi de prendre des mesures d'application de ces dispositions légales. Le Gabon est l'un des pays en matière juridique qui a un arsenal juridique beaucoup plus fort en ce qui concerne la protection des personnes handicapées vivant avec un handicap. Le Gabon a pris depuis les années 96, avec la loi numéro 19/95 du 13 février 1996, qui est le texte de base. Je parle sous le contrôle du juriste aussi. C'est un texte de base qui consacre effectivement les droits des handicapés, notamment quand vous lisez l'article 5 de cette loi, on retrouve effectivement des dispositions favorables aux handicapés en ce qui concerne l'accès aux services publics, l'accès à tous les domaines. Mais effectivement, la question de l'application reste toujours ce qui nous préoccupe actuellement. Le Gabon ne s'est pas limité à prendre des dispositions sur le territoire national, il est également allé jusqu'à ratifier des conventions internationales onusiennes, notamment la convention de l'ONU de 2006, que le Gabon a ratifié en 2007, qui est rentrée en vigueur dans nos territoires en 2008. Également, la convention du BIT, le Bureau international du travail, la convention 159, que le Gabon a ratifiée, avec, bien sûr, qui s'accompagne avec sa recommandation 168. C'est beau d'avoir tous ces textes, c'est beau pour une gymnastique intellectuelle, mais encore faudrait-il mettre tout cela en application. D'où ma question, à quel niveau en sommes-nous au niveau des situations handicapées? Vous le constaterez comme moi, qu'il n'y a ce sont des textes qui sont quasiment en désuétude. C'est-à-dire que ces textes existent, sont en vigueur, mais personne ne les applique. Quand je dis personne, je m'adresse principalement d'abord à l'État, parce que c'est l'État qui a d'abord principalement pour mission de protéger les personnes vivant avec un handicap. Quand vous regardez la Constitution, en son article 1er, paragraphe 8, c'est d'abord une mission de l'État, parce que
la protection des personnes handicapées est un droit fondamental. C'est un droit inviolable, c'est un droit imprescriptible. Et donc, l'État a d'abord cette mission, et cela veut dire que lorsque l'État n'arrive pas à accomplir cette mission, ce devoir qui lui incombe, effectivement, les personnes handicapées disposent des voies de recours judiciaires et juridictionnels, effectivement, contre l'État pour pouvoir engager sa responsabilité pour ne pas, effectivement, accomplir des actes qu'il faut. Je pense que certainement, l'État s'est essayé, à bien des égards, à le faire aussi, quand même en ce qui concerne l'attribution des bourses. Vous avez vu dans le nouveau décret de 2021 au Gabon, l'État, effectivement, s'est rendu compte qu'il fallait, effectivement, prévoir des mécanismes d'attribution et de renouvellement de bourses en faveur des personnes handicapées. Par exemple, en ce qui concerne l'âge, l'âge pour les personnes handicapées est beaucoup plus augmenté pour les critères d'âge, parce qu'on estime que par rapport à leur handicap physique ou mental, parce que l'handicap ne se résume pas qu'à l'incapacité physique. Exactement. C'est également l'incapacité mentale et même intellectuelle, parce que la loi le dit. Et donc, ça veut dire que des personnes qui souffrent de ces déficiences mentales, intellectuelles et physiques sont considérées juridiquement comme des handicapés. Et donc, effectivement, ces personnes-là, au regard des textes, comme je le disais, pour le décret 2021, bénéficient des dispositions beaucoup plus favorables en ce qui concerne l'attribution et le renouvellement de bourses. Par exemple, ils ont droit à 2 échecs dans un même cycle. Parce qu'on estime qu'on ne peut pas tenir rigueur au même titre que que les autres étudiants qui ont toutes les facultés d'apprentissage. Alors que eux, ils ont des difficultés qu'on ne peut pas leur reprocher naturellement parce que c'est le fait de la nature. Vous vous sentez vraiment accompagné par le gouvernement? Pour revenir sur ce que le maître a dit, déjà la loi 19/96, du 13 février 1996, elle existe depuis très longtemps. C'est vraiment sur cette loi que nous appuyons, notre association, pour pouvoir défendre nos droits. Il y a déjà des années, la première chose, c'est un des articles fondamentaux de cette loi, vraiment qui fait en sorte que cette loi puisse s'appliquer sur le long terme. C'est déjà la carte. Il y a une carte dite d'invalidité. Cette carte-là déjà permet à la personne en situation de handicap de rentrer en plein dans ses droits. En plein. L'établissement de cette carte permet à ce qu'une personne en situation de handicap puisse bénéficier du transport gratuit, puisse bénéficier de la réduction des frais de scolarité, puisse bénéficier de plusieurs autres avantages, notamment les bourses, qui nous pouvons le saluer. Le gouvernement a pensé à ce que les bourses soient revues pour les personnes en situation de handicap. Il y a une nouvelle politique de bourse, mais on peut encore faire plus, on peut encore faire mieux. Concernant les politiques de l'État vis-à-vis des personnes en situation de handicap, par rapport aux lois qui existent, il n'y a pas énormément d'avancées. On peut encore faire plus, on peut encore faire mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons tous les jours, pour que ces lois non seulement commencent par être appliquées, mais qu'il y ait également un suivi rigoureux, un suivi sérieux et rigoureux. Pour revenir dans la vie de tous les jours, comment s'est passée votre scolarité? Tout à l'heure, vous avez parlé que ça n'a pas été facile, ça a été plus facile en école primaire ou un peu plus en étant adolescent, ça a été plus difficile? Ça n'a pas été facile du tout. Déjà, je viens d'une famille très modeste, très modeste. La personne qui a cru en moi et qui m'a mis à l'école, c'est ma grand-mère. Wow. Elle a cru en moi, elle a dit, mon petit-fils ne sera pas ces personnes en situation de handicap qui mendient dans la rue. Je veux le mettre à l'école. Elle m'a mis à l'école et déjà très tôt, j'ai révélé des capacités intellectuelles. Très tôt, je me suis adapté à l'école et puis c'était pas facile pour les camarades à l'école primaire de m'accepter. Toujours des moqueries, toujours des petites taquinements et tout ça. Mais l'école primaire, c'est un peu mieux passé. Mais le secondaire n'était pas facile du tout. Je me doute bien, les adolescents sont beaucoup plus méchants. Les adolescents sont un peu plus brutales que vrai. Voilà. J'ai appris au lycée Albert Marshal Tutu Mobile Ntoum.
Et c'était pas facile du tout. Du moins, de la 6e en 3e, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait un peu des petites, en tout cas des paroles un peu dures de certains camarades, des paroles un peu, en tout cas, c'était pas facile. Mais il y avait un accompagnement, un bon accompagnement de l'administration, qui savait que là, il y avait une personne en situation de handicap, il fallait l'accompagner, il fallait un peu un traitement un peu spécial pour qu'il ne soit pas en marge. C'est un peu ce qui m'a aidé à tenir. Et à partir de la seconde, j'ai eu également des amis qui étaient là avec moi, qui m'aidaient chaque jour à avancer, chaque jour à prendre un peu plus confiance en moi. Parce que c'est aussi ça, le handicap, c'est aussi la confiance. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas faire de grandes choses. Et ce que j'admire chez vous, c'est à aucun moment on a l'impression que vous êtes une victime. Ça, c'est un peu mon histoire, mais il y a aussi des autres qui sont vraiment des victimes, hein. Parce que nous, déjà, dans notre association, lorsque on a des nouveaux adhérents, on écoute un peu leur histoire. Ils nous font part un peu de leur histoire, mais il y a vraiment des personnes qui ont des histoires un peu très touchantes, des personnes qui vont te dire que ça fait, on n'est pas là à l'école, on a commencé l'école à 10 ans, et on a arrêté. Pendant 4 ans, on n'est pas là à l'école parce que le regard des autres, le jugement, les enseignants qui nous faisaient ceci, qui nous faisaient cela. Il y en a qui ont vraiment arrêté des études à cause du regard des autres. Du regard des autres, ils vont dire que si j'ai déjà 28 ans, 29 ans, je suis encore en première année d'université, parce que j'ai arrêté l'école pendant 5 ans, parce que j'ai arrêté l'école pendant 6 ans, et mon handicap également ne faisait pas en sorte que je puisse aller à l'école. J'avais pas de tricycle, j'avais pas de béquille, j'avais pas de... Faute de moyens. Faute de moyens. Quelle a été votre principale source de motivation pour évoluer dans la vie, faire vos études? Un jour, pour une petite histoire, un jour, une dame a dit, votre fils, enfin une dame m'avait dit à ma grand-mère que votre fils ne sera jamais, vous vous fatiguez à dépenser de l'argent pour rien. Voilà, c'est qu'elle avait vous fatigué à dépenser de l'argent pour rien, il ne sera jamais, il va jamais réussir au-delà de ce que vous espérez dans la vie. Et je me suis dit, quoi? Jamais. Moi, Michael Ondo, je vais aller encore plus loin dans la vie. Je vais me battre, je vais me surpasser. Une belle force d'esprit, ça. Je vais commencer à surpasser déjà tous ceux qui sont autour de moi et je vais encore monter un peu plus. Ce qui fait que, à l'école, je figurais parmi les meilleurs. Je n'étais pas un élève brillant, mais je figurais parmi les meilleurs parce que je voulais vraiment tenir cette place d'élèves qui se démarquent des autres. Faut pas qu'on dise que lui là, il ne peut pas tenir, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Non, c'est vraiment ce qui a été ma force d'aller encore plus loin, de me battre dans la vie, de ne pas me victimiser, parce que ça commence aussi par là, ne pas se victimiser, pas dire que je suis quelqu'un de tout fragile, je suis quelqu'un en situation de handicap, j'attends que les autres viennent m'aider. Non, c'est un peu ça. Quelles sont les véritables difficultés d'un étudiant handicapé? Les véritables difficultés d'un étudiant handicapé, déjà, on va commencer par notre plus grande université du pays, l'Université Omar Bongo, où je fais mes études, où je fais en partie mes études. Déjà, il y a l'accès aux amphithéâtres. Ça, c'est un grand problème à l'Université Omar Bongo. L'accès aux amphithéâtres. Pas de rampe d'accès. Dans la majorité, je dis bien la majorité des amphithéâtres, pas de rampe d'accès. L'effectif, qui est pléthorique. Lorsque vous arrivez, tellement de monde, c'est pas facile de vous faire une place, c'est pas facile de suivre, c'est pas facile de... Et il y a également l'accès à la documentation. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Déjà, pour une personne normale, c'est quelque chose de difficile, mais pour une personne encore qui doit se battre lui-même pour pouvoir accéder à telle chose. Accéder à telle chose, ça, c'est vraiment... Ouais, ça, c'est le combat, quoi. Le combat. Lorsque moi, je suis arrivé à l'Université Omar Bongo en première année, je suis arrivé dans un amphithéâtre, j'avais jamais vu autant de monde réuni à un seul endroit. Jamais vu autant de monde réuni à un seul endroit. Pour l'accès, déjà, à l'amphithéâtre était vraiment un combat, une bagarre. Il fallait me transporter, me soulever pour me déposer ici, me ressoulever pour me redéposer là-bas.
c'était pas vraiment facile. Et pendant les devoirs, avec les autres, pour avoir la place, il faut se battre pour avoir la place. Faut courir, déjà les autres courent parce qu'ils veulent avoir la meilleure place. Et toi aussi, si tu es là, tu vas... Un vrai parcours du combattant. Donc, c'est ce qui est vraiment difficile dans nos universités. C'est qui est vraiment difficile dans nos universités. Mais le handicap n'est pas que physique. Voilà, le handicap n'est pas que physique. Il y a aussi le handicap cutané. On va par exemple prendre le cas des personnes albinos ils ont un problème de peau, mais accompagné de leur problème de peau, ils ont un problème de vue. Leur vue est vraiment très diminuée. Imaginez-vous, vous êtes à l'université, l'enseignant vous remet une épreuve, écrit tout petit. Tout petit, vous avez des problèmes de vue. Faites comment? Ce sera difficile pour vous. On a eu beaucoup des personnes dans cette situation qui ne pouvaient pas démarrer l'épreuve parce qu'elles n'arrivent pas à voir ce qui est sur la copie. La personne doit rapprocher et ça prend du temps. Si déjà vous faites 1 heure pour pouvoir vraiment décortiquer l'épreuve, la traiter et le reste, ça prend combien de temps? Normal qu'il y ait des échecs, il y ait ce genre de choses. Maître, en 2015, l'ancien ministre des Droits humains et l'égalité des chances, Alexandre Tapoyo, avait présenté au Comité des droits des personnes handicapées un rapport sur les mesures prises par le pays pour mettre en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cela concernait un certain nombre de facilités, le droit à une réduction des tarifs au transport public, aux établissements scolaires publics, aux centres culturels et sportifs, que toute construction d'édifices ou de voies publiques devait répondre aux normes d'accessibilité et de circulation des personnes handicapées. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que ça bloque? Alors, il faut déjà dire que ce rapport date de 2015. Exact. Et avant 2015, il y avait effectivement déjà, je suppose que dans ce rapport, certainement, on va retrouver effectivement la prise en compte des textes, des dispositions légales qui précèdent ce rapport, notamment la fameuse loi 1995 du 13 février 1996, qui en son article 5 fait déjà la liste de tous ces droits en faveur des handicapés, des personnes vivant avec un handicap. Donc, la réduction des frais de transport, la réduction des frais d'accès dans les centres hospitaliers, la réduction, etc., etc. Donc, tout cela est déjà prévu depuis 1996. Et ce rapport qui a été fait en 2015 vient simplement certainement reprendre les dispositions de 96. Mais toute la question reste effectivement au niveau de l'application. Et c'est pour cela qu'il est important, dans le cas de cette émission, si tant est soit que ce message ne tombe pas dans l'oreille du sourd, que effectivement on en arrive à une situation d'application, parce que c'est comme je le disais, ce sont des humains, ce sont des personnes avec des droits. Également en ce qui concerne les bâtiments, parce que tout à l'heure j'entendais comment il décrivait la difficulté d'accès. Exactement. À l'UOB, c'est ça. Voilà, la difficulté d'accès au niveau des bâtiments de l'UOB. Effectivement, moi j'y étais, puisque j'étais étudiant à l'UOB. Quand vous regardez les différents bâtiments, les escaliers, les marches, vous avez le sentiment que celui qui a construit n'a pas pensé qu'il y avait des personnes en difficulté pour prendre les marches d'escalier. C'est-à-dire que la personne a construit en se mettant à sa propre place. Ce n'est pas la place de tout le monde. Et c'est effectivement, ce sont des actes qui ressemblent à la discrimination. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que lorsque on construit uniquement pour des personnes qui ont des facultés, permettez-moi, toutes leurs facultés physiques pour pouvoir avoir accès au bâtiment, mais qu'on ne prenne pas en compte la difficulté des personnes qui vivent avec des handicaps, c'est difficile. Quand bien même, en 2010, le chef de l'État avait déjà pris un décret qui prévoit, et ce décret est toujours en vigueur, il n'a jamais été modifié, un décret de 2010 qui prévoit les normes de construction
des bâtiments et de toutes les infrastructures publiques. Et donc, ce décret prévoit effectivement des normes qu'il faut respecter pour la construction des bâtiments publics. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit retrouver dans un bâtiment, dans une administration publique, l'accès aux personnes qui ont toutes leurs facultés. Voilà, toutes leurs facultés, qui ne souffrent d'aucune déficience, mais également des voies d'accès pour les personnes en difficulté. Donc, il faudrait effectivement que ce décret soit respecté d'ores et déjà dans les constructions qu'on aura pour les bâtiments administratifs. Alors, si je comprends très bien, nous sommes encore très loin du compte. Nous sommes encore très loin. Parce que lorsqu'on regarde, et ce décret, tenez-vous bien, ce décret va jusqu'à donner les mesures et les dimensions des ascenseurs. Parce que l'idée, c'est qu'il faut éviter la discrimination, il faut éviter le rejet de ces personnes-là. Et c'est effectivement, puisque l'État doit faire un rapport au niveau des Nations Unies à travers ces différents ministères, et effectivement, il faudrait que non seulement qu'on fasse des rapports qui retracent que effectivement nous avons pris des mesures légales, mais il faudrait que nous, en interne, on soit sincères avec nous. Nous sommes entre compatriotes. Effectivement, qu'on puisse être capable d'avoir des textes qui s'appliquent au regard des infrastructures, des constructions qui sont mises en place pour pouvoir leur permettre l'accès facile à ces édifices. Par rapport à ce que dit le maître, on dit que les handicapés sont prioritaires sur certaines choses. Faire la queue au restaurant, prendre le bus, on vous donne en général, normalement, la priorité. Est-ce que c'est appliqué? C'est bien une des seules choses qui est appliquée. C'est vraiment bien une des seules choses qui est appliquée. Faire la queue, priorité au bus, priorité dans les administrations, priorité dans les hôpitaux et pharmacies. Ça, c'est bien une des seules choses qui est appliquée. Du moins, moi, j'ai jamais eu des difficultés à être prioritaire dans une administration. Parce que j'arrive toujours, c'est en premier, et je retourne toujours en premier. Ça, pour ça, je dois être honnête, c'est vraiment quelque chose qui est suivi. D'accord. Alors moi, je pense que, en fait, beaucoup de gens le font plus avec un sentiment humain. Pas faux. Les gens ne le font surtout pas parce que la loi, ils sont contraints par la loi. Or, il s'agit là d'être contraints par la loi. Parce que l'État veut qu'on le fasse parce que l'État a pris des mesures pour que ça soit respecté. Effectivement. Donc, pour que ça ne reste pas sur une simple question morale ou d'éthique, il faut que ça soit une question juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est face à une administration, on doit pouvoir l'imposer à un administrateur. Parce que si vous tombez sur un administrateur qui n'est pas poli, vous tombez sur un administrateur qui ne s'est pas réveillé ce matin-là, sur le bon pied, qu'est-ce que vous faites? Il ne vous reçoit pas parce qu'il estime que c'est de son bon vouloir qu'il vous reçoit en priorité. Non, ce n'est pas de son bon vouloir. Ce n'est pas une gratification qu'il vous fait. C'est qu'ils doivent comprendre effectivement que c'est obligatoire de laisser les personnes vivant avec un handicap prioritairement à toutes les autres personnes. Maintenant, parlons du côté emploi. Lorsque on refuse l'emploi à une personne handicapée, que dit la loi? Alors déjà, il faut le Code du travail 2021, qui est le récent Code du travail. Lorsque vous regardez au niveau de ces articles 216, 217, 218, 219, surtout l'article 218 qui m'a interpellé quand je le lisais. Alors cet article 218 prévoit un quota de 1/4 dans chaque entreprise. C'est-à-dire que chaque chef d'entreprise doit prévoir 1/4 dans son effectif réservé aux personnes vivant avec un handicap. C'est une obligation. Ça veut dire que normalement l'inspection du travail doit faire des vérifications si effectivement ces mesures sont respectées. Parce que c'est l'inspection du travail qui est en charge de la mise en œuvre des dispositions du travail sur le terrain. Et donc ça doit être effectivement surveillé de près parce que, figurez-vous, quelle est la ligne de défense des employeurs? C'est de dire, le contrat, moi je suis libre d'embaucher qui je veux. Je suis pas obligé, parce que si je vous reçois en entretien, je reçois plusieurs candidats, je suis pas obligé de prendre votre dossier à la place de tel autre. Parce que je suis, il faut le dire, légalement, les contrats reposent sur ce qu'on appelle le principe du consensualisme.
Ça veut dire que je suis libre de contracter, de passer un contrat avec qui je veux. C'est le principe. Mais lorsqu'on regarde dans le Code du travail, la loi donne un quota pour les personnes handicapées qui est de 1/4 dans toute entreprise que les chefs d'entreprise doivent réserver dans leur effectif. Or, si vous regardez dans la plupart de nos entreprises, parce que dans l'imaginaire de l'entrepreneur, c'est l'efficacité et il craint. Ils sont dans leur crainte que est-ce que quelqu'un qui a un handicap pourrait effectivement faire preuve d'efficacité dans le service. C'est leur crainte, mais cette crainte-là ne doit pas justifier la discrimination. Totalement. C'est pour cela, effectivement, la loi a prévu ce cas. Mais ce cas, pour le respecter, il faudrait que l'État suive de près, parce que les entrepreneurs, les employeurs ne seront pas très à l'aise avec le recrutement il faut se dire les vérités, hein. Ils ne seront pas très à l'aise parce que dans leur imaginaire, ça va ralentir leur service, alors qu'en réalité, ils devraient comprendre que ce sont des personnes qui peuvent également apporter dans l'entreprise, puisque ce sont des personnes qui vont à l'école. Il est juriste, par exemple. Vous avez, quand il a dit qu'il a fait des études de droit, vous avez également dit que vous êtes comptable, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut assurer des missions de comptable dans une entreprise. On n'a pas besoin d'être invalide ou physiquement avec pour être comptable. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de son cerveau pour faire des factures, par exemple. On a besoin de son cerveau pour rédiger un contrat avec un ordinateur. Donc, c'est comme ça. Monsieur Ondo, est-ce qu'on vous a déjà refusé un emploi à cause de votre handicap ou un stage? Oui. Pas explicitement, mais déjà, lorsque vous déposez un dossier, lorsque vous déposez un dossier dans une administration pour une recherche de stage et que la personne en face n'est pas très réceptive, c'est déjà une forme de discrimination. C'est comme pour dire que qu'est-ce que vous allez apporter à notre entreprise? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner en retour? Rien, on pense. Dans ce genre de cas, maître, quelle est la sanction qu'on pourrait donner à un employeur, juridiquement parlant, hein? Quelle est la sanction encourue, justement, lorsqu'on refuse de donner l'emploi à un handicapé, à une personne handicapée? Alors, l'inspection du travail peut fixer des amendes qui sont prévues déjà dans le Code du travail, parce que il faut dire que le Code du travail prévoit également des dispositions pénales en cas de violation des interdits qui sont à l'intérieur. Donc, il appartient à l'inspection du travail de fixer des amendes dans ce cas-là. Ça veut dire que la personne vivant avec un handicap qui a été victime d'un recrutement pour sa situation devrait adresser une plainte assortie des preuves, bien sûr, parce que nous sommes en droit. Bien sûr, oui. Au Et niveau là, ça doit être difficile d'apporter des preuves. C'est ça. Parce que la personne peut dire non, ça n'a rien à voir. Voilà, je ne l'ai pas refusé sur cette base. Exactement. Je l'ai refusé parce que je ne voulais pas. C'est pas parce que pour moi, non. Donc, pour éviter d'être dans cette situation, c'est difficile d'apporter des preuves dans cette situation-là parce que déjà la loi elle-même elle interdit d'enregistrer quelqu'un pendant la conversation. Donc, vous risquez encore d'être sous le coup d'une infraction si vous tentez d'enregistrer quelqu'un alors que la personne n'a pas donné son consentement. Donc, autant de choses. C'est assez décourageant quand même. Complique. C'est pour cela, je le disais, normalement, l'inspection du travail doit aller sur le terrain, vérifier, parce qu'ils font souvent des vérifications sur le terrain en ce qui concerne les conditions de travail. Mais il ne faut pas que ça se limite aux conditions de travail des personnes qui ne vivent pas avec des handicaps. Il faut que ça s'étende également à la prise en compte des personnes qui vivent avec des handicaps sur le quota de 1/4 dont je parlais, qui est prévu par l'article 218 du Code du travail. D'accord. Comme disait le maître, en général, pour avoir des preuves, c'est très compliqué. Il n'y a quasiment pas de preuves. Ouais. C'est votre parole contre la parole de l'employeur. Ça vous décourage à certains moments quand on vous refuse un stage ou un emploi? Bien sûr que ça décourage. Déjà, une personne en situation de handicap doit se lever par elle-même, aller rechercher un stage, alors que normalement, lorsque vous êtes étudiant, c'est à l'école et vous fournir un stage. Normalement, on a des conventions de stage parce que c'est l'école qui doit vous envoyer vers une entreprise pour aller faire un stage. Mais lorsque vous-même vous vous levez, vous dites que vous partez chercher un stage et puis 2, 3, 4 entreprises, 5 vous disent non, bien ne vous donnent aucune réponse.
c'est vraiment décourageant. Même quand vous savez que la raison en face, parce que vous savez un peu profond de vous que la raison en face, c'est à cause de votre handicap, qu'on ne vous a pas appris, mais vous n'avez aucune preuve pour pouvoir alléguer ce fait. Vous faites comment? Vous vous découragez, bien sûr. Je vais reprendre ce que le maître a dit par rapport au quota. Bien sûr qu'il y a un quota qui existe, mais est-ce que nous sommes sûrs que dans les entreprises à la place, ce quota est respecté? Alors qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, et moi j'en connais, qui sont diplômés, qui recherchent du travail, qui ont vraiment des capacités intellectuelles hors du commun, mais juste parce que elles ont un handicap, juste parce qu'on pense qu'elles vont représenter une très lourde charge pour l'entreprise. Une entreprise qui va dire que oui, une personne qui est en situation de handicap, il va pas venir à 8h, il va venir à 9h, il va venir à 9h30. Ce sera difficile pour nous, on peut pas, c'est un peu les raisons. C'est un peu les raisons qui ne sont pas révélées malheureusement, mais que les autorités compétentes fassent leur travail et que tous puissent rentrer à la normale. On sait que c'est difficile, mais qu'elles commencent déjà par faire leur travail. Maître, est-ce que les droits des personnes handicapées s'appliquent aussi pour, comme il disait tout à l'heure, les albinos, les malvoyants, les malentendants, ou bien il y a une certaine catégorie d'handicap? Alors, lorsque vous regardez la convention de l'ONU, qui a été ratifiée par le Gabon, dont je parlais au départ, de 2006, ratifiée au Gabon en 2007, cette convention qui définit l'handicap ne distingue pas selon qu'on soit blanc, noir, etc. Cette convention dit qu'il fait que dès lors qu'une personne a des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, cette personne est handicapée. Maintenant, pour les personnes albinos qui effectivement ont des difficultés de vue dont il a parlé, c'est un handicap physique. Parce que dès lors que quelqu'un, la rétine de l'œil ne lui permet pas d'avoir des images claires, c'est déjà un handicap physique. Mais encore faudrait-il que cela soit établi par le médecin, parce que c'est à ce niveau, effectivement, que la loi de 1996, qui est la loi gabonaise, la loi de base, vient appuyer à l'idée qu'il faut avoir une carte d'invalidité. Parce que cette carte d'invalidité permet d'établir le fait que vous n'avez pas effectivement toute votre vue, mais il faut un médecin, sauf que cette loi est même encore critiquable, dans le sens où, effectivement, quand vous regardez cette loi, on vous dit que votre invalidité doit être à 60%, voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que voilà, ça veut dire que si votre invalidité est partielle à moins de 60%, vous ne serez pas considéré comme une invalidité qui est à 50%, c'est déjà énorme. Voilà. Et donc, vous voyez que la loi discrimine encore ceux qui sont soit de 60% d'invalidité ou ça veut dire ceux qui sont à plus, à moins de 60%, c'est-à-dire, à partir de 60% jusqu'à 100%, sont considérés juridiquement comme des véritables handicapés. Et donc, ils bénéficient de la protection de l'État. Mais pourquoi? Alors qu'en réalité, l'article 5 et même le décret de 2001, qui vient fixer les modalités de délivrance de cette fameuse carte d'invalidité, qui reprend encore cette discrimination du taux et du pourcentage d'invalidité qui est fixé par le médecin. Et donc ça laisse encore à croire qu'effectivement, si le médecin vous dit que vous êtes parce que c'est le médecin qui a votre vie dans ce cas. Si le médecin vous dit que vous êtes à 50, l'État vous refuse vos droits. Si le médecin vous dit que vous êtes à 60%, c'est pas possible. Donc vous voyez, donc c'est une situation difficile. Moi je pense que on aurait certainement dû ne pas le prévoir dans la loi de cette manière-là. Exactement. On aurait dû simplement considérer au regard de la définition de l'invalidité qui est consacrée, parce que quand vous regardez la convention onusienne, vous regardez la convention du BIT, du Bureau international du travail, qui est le secrétariat permanent de l'OIT, il n'y a aucun taux dont on parle à l'intérieur. On ne parle pas de taux, on parle simplement des personnes vivant avec un handicap. Donc,
pour moi, ça peut certainement soulever au niveau des juridictions une inconformité aux conventions. Et les juristes peuvent bien comprendre ce que ça veut dire. D'accord. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Monsieur Ondo, un mot pour la fin? Un message à faire passer? Eh bien, merci déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à vous. Pour débattre de cette cause qui me tient à cœur particulièrement. C'est pas facile de vivre avec un handicap. C'est pas du tout facile. Mais que les personnes qui ont des enfants, des amis, des collègues, des connaissances en situation de handicap ne puissent pas voir ces personnes comme des sous-personnes, mais comme des personnes qui peuvent nous apporter beaucoup dans la vie. Lorsqu'on sommes en situation de handicap, nous avons des facultés intellectuelles. Nous ne sommes pas tout à fait, nous ne sommes même pas diminués. Pour moi, je suis pas diminué parce que je peux penser, je peux réfléchir. C'est ma tête qui fait tout. Donc, une personne en situation de handicap est un être à part entière, un être humain qui a des droits qui doivent être respectés. Et c'est là notre combat avec mon association. On se bat tous les jours pour que nos droits soient respectés, encore et encore. Et comment s'appelle votre association? Mon association, c'est l'association des étudiants handicapés du Gabon. Du Gabon, Ouais, d'accord. ce n'est pas que les étudiants handicapés de l'université Omar Bongo. Non, c'est l'association des étudiants handicapés de toutes les universités et grandes écoles du Gabon. Maître, un conseil juridique pour la fin? Alors, je pense que, comme je le disais, la plupart de nos textes de loi devraient être revus et puis l'État doit également accentuer l'application des textes qu'il a déjà effectivement fait l'effort de prendre comme arsenal juridique. Vous pouvez certainement à l'international, que nous sommes conformistes et légalistes, mais l'application, c'est également une bonne chose sur laquelle on devrait mettre l'accent. Également, pourquoi? Parce que c'est important de comprendre, comme il a dit, que les handicapés sont des êtres humains. Et quand vous regardez la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit les humains naissent libres et égaux en droit. Les humains, c'est qui? C'est tout le monde. Vous avez un souffle de vie, vous êtes fait de chair, vous êtes un être humain. Un bébé est un être humain. Et donc, nous sommes tous des humains et nous avons des droits. Mais l'égalité ne devrait pas signifier qu'on donne 10 à celui qui a toutes les facultés et 10 à celui qui est handicapé. Non. On devrait favoriser celui qui est handicapé en estimant qu'effectivement, il a déjà un désavantage naturel qui ne lui permet pas d'être dans une compétition égale avec quelqu'un qui a toutes ses facultés. C'est pour cela, effectivement, je reviens sur la question de l'accès à la justice. Les handicapés, quand on regarde l'ordonnance de 1977, qui est le code de procédure civile gabonais, on ne retrouve pas des dispositions en faveur des handicapés à l'intérieur. Prenons, par exemple, le cas des délais, des délais au niveau de la justice. Si on vous dit que vous devez faire opposition dans un délai de 15 jours, c'est pas celui qui est handicapé n'aura pas les mêmes réflexes pour se déplacer, aller au tribunal dans ce délai que celui qui a toutes ses facultés. Ça veut dire que le code de procédure civile ne respecte même pas le principe de l'égalité d'accès à la justice, qui est un principe fondamental. La liberté d'accès à la justice et l'égalité d'accès à la justice. Et cette égalité d'accès devrait effectivement permettre qu'on donne des délais supplémentaires aux personnes vivant avec un handicap. Donc, ce sont des textes de 77 qui ne cadrent plus avec la vision avec laquelle l'État gabonais s'est arrimé au regard des textes internationaux. Merci à mes invités. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt à Cœur Ouvert sur TV+.